آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons eu aborder il y a de cela une semaine. Alors, comme vous le savez, toujours accompagné de mes fidèles invités. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. En face de vous, monsieur Abdallah, bonjour. Bonjour. Bien, alors, monsieur Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous... Il faut dire que vous êtes déjà spécialiste de l'environnement. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler quelques dispositions sur l'épineux problème l'homme et la faune? Merci. Bon, on sait que généralement, c'est une préoccupation générale sur l'ensemble du pays. Effectivement, on constate que lorsqu'on parle de ce conflit homme-faune, il faut vraiment le centrer, le situer, le spécifier. Il s'agit plus exactement et plus spécialement du conflit homme-éléphant. Donc, c'est une problématique qui est là et au niveau du ministère en charge de ces questions, la réflexion a été lancée pour trouver des solutions idoines. Pour l'instant, l'une des solutions qui est mise en œuvre, c'est celle de barrières électriques. Donc ils vont tester cette solution de barrière électrique et puis on va la documenter pour évaluer son efficacité et voir les mécanismes ou la possibilité d'étendre cette solution à l'ensemble du territoire pour que les plantations de nos compatriotes ne soient plus dévastées par ces pachydermes. Mais est-ce que, parce que là c'est en guise d'expérimentation, cette solution, est-ce que ça a déjà donné ses fruits afin de... Oui, au niveau de la Lopez, cette solution est en train de donner ses fruits. Maintenant, comme les milieux ne sont pas les mêmes, donc on va tenter la même expérience dans un autre parc pour voir si les réponses seront les mêmes. Et en partir de ce moment-là, cette solution va être généralisée à l'ensemble du territoire pour lutter contre la dévastation des plantations par les éléphants. Il faut dire aussi que ce pachyderme qui est l'éléphant est un animal très intelligent. Donc... Naturellement. Donc, il faut voir est-ce que l'animal va s'habituer à cette technique qui a pour objectif de repousser cet animal pour qu'il ne puisse pas dévaster les populations. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut étudier parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'éléphant est très intelligent. Oui, monsieur Akono. Bon, c'est une question qui se pose avec acuité. Bon, ce n'est pas le propre du Gabon, il faut également le relever. Le conflit homme-éléphant, on le vit également dans les grandes savanes d'Afrique orientale, au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie, c'est un phénomène récurrent. Bon, comme il a si bien dit, la barrière électrique est une des mesures, tout comme également il y a eu d'autres mesures palliatives telles que les nuisances sonores à l'endroit des éléphants qui ont été testées. Bon, c'est bon, mais ce qui peut quand même nous amener plus ou moins à douter, il y a d'abord ici, en termes de barrière électrique, c'est-à-dire que quel sera le coût réel de cette technique-là? Est-ce que c'est l'agence qui gère les parcs nationaux qui va assumer dans le souci de sécuriser les animaux à l'intérieur d'un parc, ou ce sont les villageois qui vont assumer également le coût dans le souci ici de sécuriser leur investissement agricole? Il y a ici une question, donc je ne sais pas si cette question-là de coût est également en train d'être évaluée aujourd'hui. Il y a également une autre question que l'on peut... Quel est le risque que cela présente? Parce que lorsqu'on parle de barrières électriques, ça veut dire qu'il y a des décharges électriques qui seront envoyées. Ce sont des fils nus qui vont dissuader, qui vont balancer des décharges électriques. Mais est-ce que les populations ne sont pas également exposées au risque d'électrocution dans la forêt? Et autre élément,
déjà la capacité de production d'électricité en milieu urbain au Gabon pose déjà problème. Est-ce que nous aurions une certaine assez d'autonomie pour alimenter de façon régulière ces barrières électriques? Je pense qu'ici, le problème, la technique, ça va, mais il y a également d'autres paramètres qu'il va falloir évaluer pour essayer de voir dans quelle mesure aider les populations et aider également l'Agence nationale des parcs nationaux à réguler, à amoindrir l'impact de la protection de la biodiversité sur les activités anthropiques. Cette solution oui. Sera mise en œuvre par l'Agence nationale des parcs nationaux. Vous savez qui met cette solution technique en œuvre. Et comme je le disais tantôt, tous les paramètres que je viens de soulever, toutes les inquiétudes que je viens de soulever font partie des éléments d'analyse qui vont être faits, hein, donc ces éléments d'analyse qui vont être faits au terme de l'expérimentation de cette technique. Donc soyez rassurés, tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de rééditer comme inquiétude, tous ces éléments-là seront pris en compte dans cette analyse-là. Et ce n'est pas les populations qui vont assurer le coût. Naturellement, c'est l'État qui assure le coût de cette construction. On peut également aussi... Parce que j'ai vu dans un parc en Europe du Nord où l'espèce de cerf était devenue en fait abondait parce qu'il n'y avait plus son prédateur naturel. Et qu'est-ce que l'État en question a fait? L'État a vendu les licences de chasse afin de permettre à l'homme de réguler cette population. Est-ce qu'au Gabon, nous avions une évaluation du nombre de pachydermes avant la mise en place des parcs nationaux pour pouvoir suivre si ce n'est pas la population d'éléphants qui a augmenté et ses ressources. Et à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas également utiliser cette technique, c'est-à-dire vendre des licences de chasse, créer un cas de chasse touristique? En vendant ces licences-là, on peut également, sur une année, réguler le nombre en fait, d'éléphants, mais encadrer de sorte qu'il n'y ait plus sur population, parce que le conflit homme-faune peut également résulter de la d'un excédent dans la population de pachydermes. Et à partir de là, la ressource naturelle avec laquelle ces pachydermes-là tirent leur subsistance va s'amoindrir. Et ce qu'il ne faut, sachant que l'éléphant également, dans la forêt, n'a réellement pas de prédateur naturel. Si ce n'est que l'homme. Monsieur Akono, j'essaie un peu de me tourner vers vous. Monsieur Emmanuel, vous avez quand même, dans votre expérience professionnelle, vous avez côtoyé ces milieux. Bon, la question qui vient de dire, elle est très fondamentale. Est-ce que vous avez pu évaluer le nombre de pachydermes avant la création des parcs? Ce n'est pas moi qui fais l'évaluation, hein. Il faut se rassurer. Mais je peux vous rassurer que l'Agence nationale des parcs nationaux a bien des statistiques sur ces pachydermes. Et dans plusieurs rapports, le nombre de la population de ces pachydermes est connu. C'est vrai, il peut y avoir une surabondance de cette population par rapport à la densité de la ressource qu'ils doivent consommer. Ça, c'est réel, ça existe. Mais il faut aller du principe que le cerf, dont vous avez pris l'exemple, n'a pas le même statut que l'éléphant dans la convention de CITES. Donc, c'est en fonction des statuts que l'on accorde à ces animaux-là qu'on applique les politiques. Les politiques sont mises en place, sont mises en œuvre en fonction du statut de chaque espèce. Donc, on ne peut pas appliquer cette méthode-là par rapport à l'éléphant. Mais rassurez-vous, des réflexions sont en cours, sont en cours et au moment venu, le ministère en charge de ces questions va vulgariser ces réflexions parce que c'est une question qui prend vraiment à cœur, c'est une question où les différents responsables réfléchissent tous les jours pour trouver des solutions idoines et des solutions durables. J'espère que nous serons de la partie. Nous allons aussi avoir la mise à disposition de cette politique. Naturellement. Bon, la question qui vient s'adresse à vous deux. Je vais reprendre l'avis de M. Akono. Pensez-vous que nos villageois sont-ils formés ou préparés à la mutation écologique? Bon, ici, cela renvoie à intégrer la notion de développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des concepts déjà dans des milieux universitaires qui ont du mal à être appréhendés.
et qu'il va falloir, aujourd'hui nous accompagnons, nous sommes, je pense, au stade de l'appropriation du concept de développement durable. Maintenant, est-ce que le villageois qui est dans l'arrière-pays appréhende déjà ce concept, et qu'est-ce qu'on lui dit dans le développement durable? Parce que lui, il a toujours été un acteur du développement agricole, et généralement dans son développement agricole, c'est le bio par excellence. Il ne va pas utiliser de pesticides, il ne va pas utiliser d'autres intrants, il cultive de façon naturelle, il attend que la pluie puisse arroser. En ce qui concerne l'écosystème gabonais, on bénéficie de l'abondance des précipitations et on entretient les plantes. Est-ce que dans cette technique-là, est-ce qu'on pourra dire qu'il est en phase avec la question du développement durable ou en déphasage? Mais je dirais peut-être que le paysan gabonais est même plus en phase avec les notions de développement durable par rapport à un paysan américain qui va utiliser des techniques plus ou moins industrielles pour pratiquer son agriculture. Bon, ce paysan-là doit maintenant bénéficier également d'une certaine protection. Je pense qu'en Europe, on a parlé du label AOC, appellation d'origine contrôlée. Il y a également d'autres labels qui tendent à protéger l'originalité même du produit. Je pense que le paysan gabonais, de façon naturelle, s'inscrit déjà dans une logique de développement durable. La dernière fois, nous parlions des forêts interdites, etc. Tout cela rentre dans le cadre du développement durable, de la gestion même des écosystèmes. Nous n'avions pas attendu l'Occident pour intégrer cela dans notre manière de vivre, dans nos us et coutumes. Cela existait déjà. Maintenant, par rapport à la question actuelle, la question contemporaine, qui voudrait qu'il y ait des services écologiques. Qu'est-ce que le paysan gabonais à qui on va empêcher d'aller chasser dans le parc de la Lopé gagne en retour? Parce que je me souviens, j'étais à la Lopé, on me disait que c'était un parc nature-culture. Or, la chasse fait partie en quelque sorte de la culture des Okandais, des Simba, des Samaïs, des Makina qui vivent autour... En un mot, au peuple de forêt. Au peuple de forêt et de la savane gabonaise. Donc aujourd'hui, dans cette notion de développement durable, dans un cadre de globalisation, qu'est-ce que ce paysan-là gagne en retour lorsqu'on lui prive d'une ressource, par exemple la ressource forestière, notamment le produit des chasses? Il faut prendre la question sur deux aspects. Le premier aspect, à qui s'adresse le concept de développement durable? En fait, c'est un concept qui s'adresse à l'ensemble des nations dans son cadre de développement. Et là, nous interrogeons les choix politiques de développement. Donc, on nous demande de modifier nos choix politiques de développement, afin que nous ayons un développement qui puisse nous satisfaire, nous qui sommes aujourd'hui, et satisfaire également les générations futures. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir des choix de développement où l'on utilise le moins les ressources, en termes d'énergie, mais où l'on utilise les ressources de façon durable. Bon, maintenant, l'autre aspect, vous parlez de mutation écologique. Comme le disait M. Akonou, au milieu rural, lorsqu'on interroge notre connaissance, nos innovations et nos pratiques traditionnelles, on n'a pas attendu que la communauté internationale nous sorte le concept de développement durable pour qu'on le pratique. Il se pratiquait déjà depuis. Nous, le développement durable est déjà dans l'âme. Vous vous souvenez, lorsqu'on récolte les arachides ou le concombre, on laisse toujours à côté des espèces qui peuvent nous servir de sémenciers pour l'année prochaine. Ça, c'est déjà une pratique de développement durable. Comme il a souligné, tout ce qui procède de forêts sacrées, des interdits de chasse, d'ouverture de chasse ou de pêche, tout ça, ce sont les mesures de conservation que l'on déjà ont pratiqué, que l'on continue même à pratiquer en milieu rural. Ce qui est un peu, je dirais, entre guillemets, désolant, c'est que cette reproduction du système n'a pas été transmise de génération en génération parce qu'on est quasiment en train de perdre ces mesures. Hein. On est en train de perdre ces connaissances, ces innovations et ces pratiques traditionnelles qui concourent à la conservation, qui concourt à la pérennisation de la ressource. Donc, pour revenir seulement à votre question, on n'a pas besoin de ce gros vocable qui est développement durable pour l'enseigner
en milieu rural, pour l'enseigner au niveau de nos villages. Cette notion se pratique déjà. C'est peut-être maintenant, ce qu'on doit peut-être plutôt faire, c'est d'interroger ces pratiques actuelles, ces connaissances ces connaissances traditionnelles actuelles, pour voir est-ce qu'elles contribuent encore davantage, comme hier, à la conservation de la ressource, ou est-ce qu'elles ont perdu un peu de leur capacité pour répondre à cette question de conservation ou d'utilisation durable de la ressource. C'est peut-être cette interrogation que nous devons faire en milieu rural. Monsieur Akono, lui, il a parlé de l'utilisation d'engrais. Oui. Mais la question s'adresse à vous deux. Je vais d'abord prendre votre avis là-dessus. Mais nous constatons qu'ici, en zone urbaine, tous nos voisins, nos amis qui pratiquent l'agriculture des jardins ici, qui font un peu de l'agriculture, qui essaient de nourrir les usagers, mais utilisent beaucoup ces engrais, de fois qui ne sont pas mesurés au dosage. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que l'on devrait faire? Mais c'est en fait à ce niveau-là, les compatriotes qui sont au ministère de l'Agriculture doivent se saisir de la question. Et faire un recensement de tous nos frères qui font du maraîchage. 2, analyser les pratiques de maraîchage. Beaucoup, ce ne sont pas des gens qui sont du métier, qui sont de la pratique. Beaucoup s'improvisent, comme agriculteurs périurbains, si on peut l'appeler ainsi. Donc, nos frères, nos compatriotes qui sont au ministère de l'Agriculture doivent se saisir de la question, faire un recensement, regarder la manière dont ils le cultivent en combinant ces deux éléments d'analyse, commencer à faire un renforcement des capacités de tous ces frères qui font de l'agriculture périurbaine. Et après cette formation, il faut donc les apprendre à doser et les suivre après. Quand ils vont repartir sur le terrain, faire ces planches de maraîchage, les suivre, voir comment ils ont assimilé la formation qui leur avait été donnée. Donc, il faudrait vraiment que les collègues de l'agriculture se saisissent là de cette question. Il en va de la santé humaine. Parce que la manière dont ces personnes vraiment utilisent ces pesticides, en fait, ils ne savent pas les utiliser. Ils ne connaissent pas les mesures, ils ne connaissent pas le dosage. C'est vraiment dangereux pour la santé. Monsieur Akono? Bon, ici, l'agriculture périurbaine rentre, en ce qui me concerne, dans le cadre des métiers dits informels. Parce que pour être reconnu comme étant formel, vous devez être enregistré par le ministère de tutelle ou bien les services qui gèrent le domaine. Donc ici, il faudrait d'abord mettre en place un cadre qui sort ces personnes-là, ces opérateurs dans le secteur agricole, du cadre informel. Mais à partir de là, lorsqu'on sort déjà du cadre informel, on peut déjà être mieux suivi. Et avoir également une brigade, comme il a si bien dit, comme il y a des ministères comme l'urbanisme qui ont une brigade qui est là, censée veiller à l'orthodoxie des pratiques sur le terrain. Donc le ministère de l'Agriculture, à mon humble avis, devrait également se doter d'une telle institution afin de veiller à l'utilisation de ces intrants agricoles et permettre même d'évaluer sur la durée la consommation locale des intrants agricoles. Je ne sais pas si cette statistique existe et à partir de là, on pourra comparer cette consommation locale avec les standards internationaux, voir si les intrants sont bien utilisés au Gabon ou bien nous sommes au-dessus de la moyenne. Or, ce qui est là aujourd'hui, prenons le cas, vous allez avoir, comme beaucoup le dénoncent, un pied de frelon au bout de quelques semaines est déjà comestible. Or, dans la plantation coutumière ou traditionnelle gabonaise, le frelon, c'est au bout de 2-3 mois qu'on pouvait maintenant en cueillir la feuille dans le but de la consommer. Est-ce que le goût sera également le même? Parce qu'il y a également ce rapport-là entre le goût, le coût, etc. Ce que le maraîcher... Rassurez-vous, le goût n'est pas le même. Ce que le maraîcher périurbain cherche ici, c'est quoi? C'est accélérer, avoir du profit. Donc, non, mais en fait, liquider sa production. Il faut prendre la chose selon un certain angle. En fait, ils n'ont pas de produit qui fait en sorte que la plante pousse de façon exponentielle.
ce qu'il faut seulement, si vous faites même attention. Mais quand ils font en un mois, ils ont non, c'est pas en 4 un mois. productions. Non, récemment, moi, j'ai vu ce n'est pas en un une mois. aubergine qui donne au bout de 1 mois. Et... Ils vous ont dit que c'est au bout de 1 mois. Oui, au bout de 1 mois et 10 jours, 40 jours. Non, non. Mais moi, je vois chez moi, là, j'ai quelqu'un, je vous dis qu'en un mois, c'est au moins 4 à 3 Une aubergine en un mois et 10 jours. Et je me suis posé la question, bon, quelle est la technique qu'on utilise, sachant, bon, moi, quand j'ai grandi entre... Non, il y a plusieurs techniques. Entre Enassi et Caracol, je ne suis pas ingénieur agronome, mais je sais qu'il y a plusieurs techniques qui existent en termes de marché. Et vous avez le bouturage, vous avez le marcotage, vous avez plein de techniques qui utilisent pour ça. Donc, en fait, c'est de se rassurer quelles sont les techniques que ceux qui pratiquent l'agriculture périurbaine utilisent. Le problème des pesticides, en fait, est souvent lié à la qualité du sol. Beaucoup de planches du maraîchage sont faites sur des sols qui sont quasi pauvres. Il suffit que vous trouvez un espace, ils l'exploitent. Et pour faire en sorte que la plante puisse vraiment pousser, ils sont obligés d'administrer des doses, de grandes doses de pesticides, juste pour essayer de rendre la terre arable. C'est ça le problème. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, si le ministère de l'Agriculture venait à mettre en place cette brigade, c'est vraiment cette brigade sera le bienvenu pour essayer de réguler ce côté de l'agriculture périurbaine. Mais vraiment, il faudrait qu'il le fasse parce qu'il en va de la santé. C'est un problème de santé publique. La question qui suit s'adresse à vous deux. Est-ce que la transition énergétique est-elle compatible aux économies africaines? Mais c'est d'abord quoi la transition énergétique? Parce que vous savez, ces concepts, lorsqu'on les utilise, il faut essayer de les contextualiser et d'abord s'interroger d'où sortent ces concepts. Quels sont ceux qui les ont initiés? Pourquoi ils les ont initiés? Quels sont les paramètres qui ont contribué, qui ont été à l'origine de la construction de ces concepts-là? Bon, ce sont simplement, c'est quoi la transition énergétique? Oui. C'est simplement une transformation de l'ensemble du système qui a trait à la production, au transport et à la consommation de l'énergie. Donc, on a un autre système qui produit l'énergie chez nous, c'est la SCG, qui transporte, c'est la SCG, qui consomme, c'est nous qui consommons. Est-ce que tous ces trois phases respectent l'environnement? Est-ce que ces trois phases sont écologiques? C'est simplement ça. Hein? C'est pas, on n'a pas besoin de se dire. Bon, nous, à notre niveau, oui, au niveau du Gabon, nous produisons l'énergie à base de quoi? De l'eau, oui. À base de l'eau. Oui. Les autres là-bas parlent de transition énergétique parce qu'ils veulent éliminer les centrales nucléaires. Qui sont, si vous voulez, lorsqu'un accident peut survenir, ça peut porter atteinte à l'environnement. Alors pourquoi ils veulent partir vers la transition énergétique? Nous, on fabrique notre énergie à base de l'eau. L'eau, c'est une ressource biologique. Oui, mais vous savez tout comme moi que le Gabon aussi est en train de rentrer dans cette phase. Nous avons vu à l'ancien ministère des Affaires étrangères, il y avait là tout un panneau. Un parc de panneaux. Oui, il y avait un parc de panneaux solaires. Effectivement. À l'université aussi. Justement, il ne faudrait pas qu'on rentre dans la mode. Nous devons éviter l'effet de mode. Entre la mise en place de ce parc solaire et la mise en place d'un petit barrage hydroélectrique, qu'est-ce qui coûte cher? Bon, parce qu'on nous a fait penser que la transition énergétique doit forcément passer par la mise en place des panneaux solaires, par la mise en place de l'énergie éolienne, donc à partir du vent, par la mise en place de... Non, on a l'eau. L'eau est là. Et notre pays, je parle sous le contrôle d'un GEOCAF, je pense que notre pays a un réseau hydrographique très dense. Utilisons l'eau simplement pour produire notre énergie et puis éliminer, en ce qui nous concerne au Gabon, il faut éliminer toutes les centrales qui utilisent du fuel, du gasoil qu'on a en ce moment-là. Ce sont ces centrales que nous devons éliminer pour les alimenter comme celles qu'on a au Vendo avec du gaz. Et les autres qu'on a à Poubara, etc., là, avec de l'eau, simplement. Donc, pour nous, de mon point de vue, notre transition énergétique, c'est d'éliminer toutes les centrales thermiques. Autre aspect également évoqué dans la transition énergétique, c'est souvent l'utilisation des carburants dans le transport. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu les pays pionniers
dans le concept de transition énergétique, nous parlons aujourd'hui de l'électricité dans le secteur des transports. Donc nous avons des véhicules qui deviennent de plus en plus hybrides. Hybrides. On parle de l'hybride. On parle des voitures, des véhicules complètement électriques. Donc voici également un aspect, sachant que nous n'avons pas ici au Gabon, en Afrique en général, des capacités de suivre certaines modes. J'ai été ravi lorsque vous avez parlé d'éviter l'effet de mode. Or, lorsqu'on regarde le secteur de l'automobile, si les puissances qui nous ravitaillent en automobile passent à l'hybride ou bien aux voitures, aux véhicules complètement électriques, bon, qu'adviendrait-il de nous, pays africains, qui recevons ces véhicules de ces pays? Parce qu'il y a également est-ce que ce ne sera pas une manière pour ces pays-là de nous imposer une transition énergétique dans le secteur des transports? C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus une production de voitures électriques, de véhicules hybrides qui seront automatiquement déversés sur le marché mondial, sachant que nous, pour l'instant, je ne sais pas si le parc automobile africain ou bien les différents moyens de transport que nous utilisons en Afrique ont un impact sur la dégradation de l'environnement. Naturellement, et à la pollution de l'air. Non, il y a pollution, nous avons le président de la République qui avait pris une décision d'arrêter d'acheter les véhicules qui ont plus de 5 ans. Bon, il y a peut-être une raison économique que nous ne maîtrisons pas derrière. C'est aussi une raison, elle est plus environnementale qu'écologique. C'est une raison environnementale. Mais en ce qui concerne aujourd'hui le Gabon, est-ce que nous avons réel passé? Il se pose aussi une question de la vulgarisation de la statistique, de la préparation des opinions, de sorte que nous ne soyons pas surpris lorsque un concept nouveau, bien une nouvelle décision juridique va se prendre. Parce que lorsque cette décision est arrivée, l'interdiction des véhicules de moins de plus de 5 ans, de plus de 5 ans, à un moment donné, pour eux, le Gabonais lambda, ça a pesé en quelque sorte comme une sanction. Alors, quelque part, il y a un enjeu peut-être économique, il y a également l'enjeu environnemental, mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette transition économique et énergétique, est-ce que nos capacités en Afrique et au Gabon, en Afrique en général et au Gabon en particulier, peuvent suivre la cadence, par exemple, de l'utilisation des véhicules hybrides? Est-ce que en fait, on doit s'inscrire dans une politique d'adaptation. On s'inscrit dans l'adaptation. L'élément que vous venez de soulever. Comment s'inscrire dans une politique d'adaptation, comme vous le dites, sachant bien que nous avons un passé vraiment qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à nous arrimer convenablement. Arrimer à quoi? À la mondialisation. Mais vous vous arrimer à quoi? Il faut éviter le développement exogène. Il faut avoir un développement endogène. Donc nous devons utiliser nos capacités, en fait. Nous devons utiliser nos capacités. Les ressources dont notre pays dispose pour faire notre développement. On ne doit pas poursuivre, on ne poursuit pas le développement. On ne va pas être comme l'Occident. Non, on doit se développer. Comment l'Asie s'est fait pour se développer? Vous avez bien vu comment l'Asie a poursuivi son développement. L'Asie n'a pas poursuivi le développement. L'Asie a puisé dans son terroir, dans ses connaissances traditionnelles pour se développer. Oui. Or nous, on veut toujours être exogène. On sait ce qui vient d'ailleurs qui nous plaît. Et du tout, on devient quasi perdu parce qu'on n'a pas de repères. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se développer. Surtout les pays d'Afrique centrale, on n'arrive pas à avancer parce qu'on s'est nié. On a oublié nos propres ressources, on a oublié nos propres traditions, on a oublié nos propres valeurs traditionnelles qui peuvent nous permettre de se développer. Donc il faudrait qu'on essaie de penser un développement endogène. On n'a pas besoin de poursuivre le développement de l'Occident. On n'a pas besoin de le faire. Si on s'assoit un temps soit peu, on réfléchit, on puise dans nos valeurs traditionnelles, je vous assure qu'on aura un très bon modèle de développement. La question s'adresse à vous, monsieur. Que gagne l'Afrique dans la protection de l'environnement? Cependant, nous voyons des Occidentaux violer pratiquement toutes les lois. Encore une fois, je m'excuse, on n'a pas de comparaison à faire. Nous n'avons pas de comparaison à faire. Mais posez la question simplement, que gagne l'Afrique dans la protection de l'environnement? Bon, alors, que gagne l'Afrique? On n'a pas besoin de savoir si l'Occident viole les lois ou c'est pas ce que... Chacun de nous gagne quelque chose dans cette conservation. Je m'explique. Comment? Je m'explique. On vous écoute. Lors de conférences, souvent lorsqu'on est en off avec des collègues, je leur dis souvent, nous avons
un dénominateur commun, c'est la protection de l'environnement, la protection de la faune, pour prendre cet exemple. Mais nous n'avons pas la même vision. Moi, Africain, je protège la faune, je protège l'environnement pour que mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui arriveront après ont un environnement sain. Pour que le sanglier que moi j'ai consommé, il faudrait que mon enfant, mon petit-enfant, mon arrière-petit-enfant puissent le consommer. La raison pour laquelle je protège la faune, la raison pour laquelle de manière globale on protège l'environnement. Mais lui, l'occidental, il protège l'environnement parce qu'il a envie de faire du safari vision. Il n'a plus ces animaux chez lui, il les trouve en Afrique, il veut faire du safari vision. Donc à partir de ce moment-là, on doit croiser nos deux visions pour asseoir notre propre vision de développement par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la protection de la faune. Donc on protège tout ça pour l'homme, pas au détriment de l'homme. Donc c'est ça la grande question. Mais la question maintenant qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que notre politique de conservation, d'utilisation durable des ressources aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se présente vis-à-vis de la population que nous sommes? Est-ce qu'elle se fait au détriment de nous ou est-ce qu'elle se fait avec nous? Bon, certains vont dire qu'elle se fait au détriment de nous parce que vous voulez encore évoquer la problématique de tout à l'heure, celle du conflit homme-éléphant. Mais on protège pour l'homme. Maintenant, s'il y a des phénomènes comme le conflit homme-éléphant qui surgit par rapport à ce politique de conservation, en ce moment-là, comme c'est le cas actuel, on réfléchit pour trouver des solutions idoines. Parce que l'homme a besoin de l'éléphant, effectivement. L'éléphant aussi a besoin de l'homme. C'est un contrat, je dirais pas c'est un pragmatique, mais au moins chacun est important dans l'écosystème qui est le nôtre. Monsieur Akono, vous avez quelque chose à dire? Bon, ici que gagne l'Afrique, la question s'est souvent posée. Parce que c'est bien de dire que nous pouvons puiser dans nos propres us et coutumes pour bâtir un modèle de développement. Mais ici, j'ai eu l'impression qu'en Afrique, on obéit à un effet de mode. C'est-à-dire, une fois les grandes puissances décident de la protection de l'environnement, vous allez remarquer que la plupart, on est parti de plusieurs statuts. En ce qui concerne la conservation, dans mon livre de CM2 de Frédéric Moyobe et de Guy François Nzamba, on parlait de réserve nationale. Et après, nous sommes partis du stade de réserve nationale, nous nous sommes retrouvés au parc national. Où est la différence? Et on remarquera qu'un peu partout en Afrique, à la même période, surtout en Afrique centrale, en Afrique orientale, ils avaient déjà une certaine vision il y a très longtemps, mais en Afrique centrale, tout le monde est rentré dans la danse au même moment. Est-ce que réellement cette création des parcs nationaux était là pour l'Africain? Est-ce que c'était pas pour répondre au cahier des charges ou bien aux politiques de l'UNESCO ou bien aux politiques des Nations Unies à une période donnée? Est-ce que nous avions réellement voulu? Voici également une question aujourd'hui. Lorsqu'on parle que gagne réellement l'Afrique, on a eu l'impression que nos dirigeants à cette époque-là, lorsqu'il fallait passer du stade de réserve à parc, étaient contraints d'obéir à un agenda qui avait été dicté par les grands organismes du système international. Non, ce n'est pas un agenda dicté. Non, il faut qu'on... Non, en fait, c'est l'impression. C'est l'impression aujourd'hui. Et les populations n'avaient même pas été... Non, il faut retenir... Monsieur Emmanuel, s'il vous plaît, monsieur Akono, est-ce que cette histoire de création des parcs nationaux n'est pas due au fait que les grandes puissances ont présenté des enveloppes et que les présidents africains ont couru pour mettre en place ces parcs pour qu'enfin ils puissent avoir des subventions? Non, justement. Pourquoi il faut contextualiser les choses? Faut pas avoir. Vous êtes là pour faut pas déjà partir avec des non, nous essayons des pronotions qu'on peut se poser aujourd'hui. De poser des questions que se posent bon nombre de... D'accord, je comprends. Je comprends, je vous le concède. Bon, il faut déjà aller de ce principe. C'est que la question environnementale, le réveil environnemental part déjà de 1972 avec la conférence de Stockholm. Et au fur et à mesure, il y a eu une évolution dans la réflexion, dans l'analyse des préoccupations et des questions environnementales. Ça part de Stockholm, pourquoi? Parce qu'on a vu ce que les 30 Glorieuses ont fait comme dégâts au niveau de l'Occident.
Les 30 glorieux, vous connaissez, ceux qui ont un peu fait l'économie. On se sorti la Seconde Guerre mondiale, le développement, les choix de développement au niveau de l'Occident pour reconstruire l'Occident nous a entraîné à mettre des politiques qui ont contribué plus à la dégradation de l'environnement, à l'utilisation non durable de la ressource, peut-être au déclin de la biodiversité de manière globale. Donc, au sort de cette Trente Glorieuses, on a dit attention, si nous continuons comme ça, on va disparaître. Parce que nous dépendons de la terre. Comme disent mes amis de l'Amérique latine, la terre nourricière, la mer nourricière. C'est elle qui nous nourrit, la terre. Donc on dépend de la terre. Donc à part de ces réflexions, nous sommes arrivés par exemple à la conférence de Rio où on a adopté 3 conventions. Ce ne sont pas les présidents occidentaux qui ont imposé aux présidents africains ou à d'autres présidents pour adopter ces conventions. C'est des instruments juridiques internationaux qu'on a adoptés à base de consensus. Et dans l'un de ces instruments qu'on appelle la Convention sur la diversité biologique, l'article 6 demande à ce que nous puissions mettre en place des outils de conservation de la biodiversité. Et ces outils, c'est entre autres les aires protégées. Et selon la classification de l'UCN, parce que c'est l'une des grandes institutions, et l'UCN est une ONG dont les membres sont les États et les organisations de la société civile. L'UCN, ce qui est différent des autres ONG. L'UCN est une ONG dont les membres sont et les États et les organisations de la société civile et les opérateurs économiques. C'est ça un peu la spécificité de l'UCN. Donc l'UCN, dans sa classification, l'UCN établit 8 types d'aires protégées. Et le parc est un des types d'aires protégées. Et dans nos politiques, dans notre gouvernance forestière, je me rappelle, j'avais participé à un colloque dans les années 94-95. Il n'y avait pas encore cette convention, 94-95. Il n'y avait pas encore des parcs. Il n'y avait pas encore des parcs. On était encore à la réserve. Dans cette gouvernance, dans cet élément, disons, dans cette politique de gestion forestière, on a subdivisé le massif forestier du Gabon. Donc là, on a eu des forêts de production et des forêts de réserve et le domaine rural. Donc, ce qu'on attend en forêt de conservation, parce qu'on ne va pas tout exploiter. Il faut quand même qu'on garde quelque chose. C'est ça la conservation. Ne voyez pas la conservation parce que peut-être ça vient de l'Occident. Non. Il faut déjà, c'est dans notre substrat traditionnel déjà, on porte déjà en nous les éléments de conservation. Tout à l'heure, on parlait de forêt sacrée. Tout à l'heure, on parlait que de tel mois à tel mois, on ne pêche pas dans tel lac, dans telle rivière. De tel mois à tel mois, on ne change pas dans telle forêt. Ce sont déjà des éléments de conservation que nous avons en nous-mêmes dans nos valeurs traditionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on gagne dans la conservation? Comme l'exemple que je vous ai pris, nous, on doit faire en sorte que de génération en génération, on ait à peu près les mêmes ressources. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on décime tous les sangliers et que nos enfants, arrière-petits-enfants qui viendront, ils ne seront plus le goût du sanglier. Donc, nous, on conserve pour que ces mêmes espèces, que notre génération future retrouvent ces mêmes espèces. Les autres sont là-dedans parce qu'ils n'en ont plus, ils veulent faire du safari vision. On doit donc concilier les deux visions pour en faire notre propre développement. On ne doit pas s'ouvrir uniquement à l'extérieur, on doit penser également à notre propre développement. Monsieur, la question s'adresse à vous deux. Mais à quelle période, surtout à vous, monsieur Emmanuel, à quelle période vraiment on peut pratiquer de la chasse au Gabon? À quelle période? Non. Avant, on avait une dichotomie entre quand l'administration fermait, au village on ouvrait, mais je vois que je dis les choses sont simples. Hein. Du 15 mars au 15 septembre, la chasse est ouverte. Et du 15 septembre au prochain 15 mars, la chasse est fermée. Par exemple, aujourd'hui nous parlons, nous sommes dans la période où la chasse est fermée. Mais fermée veut dire, la chasse fermée ne voudrait pas dire qu'on a interdit le prélèvement chez les villageois. La loi leur autorise un quota de prélèvement. Donc, les pratiques coutumières, comme c'est écrit quelque part dans un des décrets au niveau des eaux forêts, on autorise l'usage coutumier. On utilise cet usage-là. Donc, on peut aller chasser. On peut aller chasser la gazelle, on peut aller chasser le porte-pique, mais ceux qu'on défend de chasser sont les espèces protégées. Et même lorsque vous chassez la gazelle ou le porte-pique, il y a un quota qu'on vous octroie par semaine.
nous, on est conscient, l'administration des eaux et forêts, elle est consciente que si vous tuez 2 gazelles et... Un sanglier. Non, pas le sanglier. C'est un gazelle. Il y a des sensibilisations partout. Les populations savent ce qu'elles doivent tuer et ce qu'elles ne doivent pas tuer. Mais elles le savent. S'il arrivait que... Ça peut arriver, c'est un accident, ok. Mais s'il arrive... Un animal interdit... Bon, s'il arrive qu'au cours de la chasse, vous arrivez à abattre un animal interdit, bon... c'est vrai que vous êtes punissable par la loi, effectivement, mais ne vous permettez pas de narguer des agents des eaux et forêts en l'exposant pour le vendre. Donc nous devions... c'est un accident qui est arrivé. Je n'autorise pas cela. En regardant tout le corpus juridique, ce n'est pas autorisé d'abattre un animal intégralement protégé. Même partiellement protégé, il y a des conditions. Même lorsque la chasse... Non, le chasseur connaît quel animal il chasse. Le chasseur connaît. Mais il peut arriver qu'en allant en brousse... Non, le chasseur sait que là, il est en face d'un sanglier, d'une gazelle ou d'un porte-pigeon. Le chasseur sait. Le chasseur, il n'est pas chasseur par hasard. Il sait quel est l'animal qu'il cherche à abattre. Donc, il faudrait que, par exemple, dans ce genre d'émission, mais vous aussi, indépendamment de ce genre d'émission, faire d'autres types d'émissions de sensibilisation. Vous interrogez tout le corpus juridique et vous donnez ces éléments pour sensibiliser la population. Ça aussi, ça peut être votre rapport. Rassurez-vous que l'émission Le Politiste est là-dessus. Nous sommes en train de nous lancer, d'ouvrir une partie environnementale dans notre émission. C'est déjà... La preuve, c'est que nous avons 2 émissions sur ce thème, environnement, et très bien. Il y aura d'autres émissions là-dessus. Oui, monsieur Akono. Oui, dans l'organisation aujourd'hui de la chasse, mais il y a quand même des couacs dans cette pratique, parce que vous avez peut-être celui-là qui vit des chasses. En fait, ce sont une activité économique. C'est-à-dire, lorsqu'on dira que la chasse est fermée de telle période à telle période, et sachant que lui, il ne tue pas pour la subsistance familiale, parce que ce qui est autorisé, c'est l'usage coutumier, c'est la subsistance du ménage en milieu rural. C'est ce qui est utilisé. Mais c'est ce qui est autorisé. Le chasseur qui vit de ça, mais qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est là également donc celui qui prend en charge toute une famille, qui envoie les enfants, qui envoie les enfants à l'école à partir de la chasse. À partir de là, est-ce que sa famille devra souffrir de disette parce qu'il ne peut plus mener son activité économique? Voici une des préoccupations dans cette organisation de la chasse. Monsieur Akono, il faut comprendre que monsieur Emmanuel, il n'est pas le représentant, il n'est pas le porte-parole du ministère des Eaux et Forêts. En tant que... il est là en tant qu'expert. Auditeur libre. Il essaye de nous donner un peu... J'essaie d'amener quelques éclairages. Son chapelet de connaissances là-dessus. Si vous permettez, allez-y. Si on en vient à ce que vous soulevez comme couac, je sais qu'au niveau du ministère en charge de ces questions, une réflexion a été faite, elle va peut-être même aboutir, pour essayer, si vous voulez, de structurer ce qu'on peut appeler la filière viande de brousse. Ce n'est pas tant le villageois qui cause problème, puisque la loi l'autorise d'un quota d'abattage. Et on sait que dans ce quota d'abattage, il y a une partie pour la substance, l'autre partie, ce sera à la vente. Mais ce qui est dramatique, c'est ce qu'on appelle le braconnage. C'est abattu qu'on peut même appeler industriel d'animaux pour en faire un commerce qui est là. Tout à l'heure, on parlait de nos frères qui sont dans le maraîchage, c'est aussi de l'informel. Celui qui vit de ça, c'est de l'informel. Et c'est pour donc tordre le cou à l'informel que le ministère aujourd'hui, le ministère en charge de ces questions, est en train de prendre un certain nombre de mesures qui vont permettre à structurer la filière de telle enseigne que tous les acteurs de cette filière vont être identifiés et vont travailler dans le formel parce que des licences vont être octroyées, des autorisations vont être octroyées. Donc depuis le chasseur, le transporteur et les vendeurs. Et au niveau des vendeurs, vous avez 2 classes, vous avez deux qualités de vendeurs. Vous avez ceux qui mettent sur les étals au marché et d'autres qui sont dans les restaurants.
Donc cette réflexion est en cours. Soyez rassurés, c'est une filière qui va être structurée. Merci pour ces éclairages. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Ben, il y a une question. On ne peut pas passer comme ça. Nous sommes là dans la période Covid. Alors, la question s'adresse à vous, M. Emmanuel. Est-ce que la reprise des activités post-Covid n'aurait-elle pas des conséquences sur l'environnement? C'est quoi les activités post-Covid? Nous essayons de voir la reprise économique, dans le domaine forestier. Est-ce qu'il y a des chantiers qui avaient déjà fermé? Non, les chantiers où certaines usines avaient été fermées par rapport aux mesures, par rapport au confinement et toutes les mesures qu'il y avait. Mais aujourd'hui, l'activité est en train de reprendre progressivement. Nous devions redoubler d'efforts parce qu'avant la période Covid, on ne peut pas redoubler d'efforts. On exploitait 3 ou 4 grumes. Il faudrait avoir au moins 8 pour chercher à rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Tout se fait dans le cadre du plan d'aménagement. Il n'y a rien à rattraper. Vous respectez votre plan d'aménagement. Aujourd'hui, les permis forestiers sont octroyés, surtout pour les grands majors, sur 25 ans. Et donc, sur 25 ans, faites une rotation de votre permis sur 25 ans. C'est la raison pour laquelle ils ont ce qu'ils appellent les assiettes annuelles de coupe. Donc, vous divisez la parcelle en 25 parcelles. Et dans chaque parcelle de 25, vous procédez même à un zonage pour l'exploitation forestière. Donc, il n'y a rien à rattraper, puisque même au niveau international, le marché est en train de reprendre. Donc, la consommation ne va pas doubler du jour au lendemain. Il faut d'abord que tout soit huilé, que progressivement, la demande ou les besoins exprimés augmentent, et cette augmentation, c'est à ce niveau-là que le rythme va aller de façon progressive. Donc, n'ayez pas peur. Ne dites pas qu'en raison de la reprise des activités post-Covid, qu'on va multiplier la coupe de bois, on va multiplier de façon peut-être exponentielle l'exploitation des ressources forestières. Nullement. Tout se fera selon le plan d'aménagement, selon le plan de zonage, selon le plan de gestion, tel que cela a été dicté avant même que la pandémie ne survienne. C'est un point de vue qu'on peut intégrer dans cette gestion du monde post-Covid. Parce que ici, nous rentrons dans la loi du marché. En fait, nous avons la loi de l'offre et de la demande. Comment est-ce que ces deux tendances vont se comporter d'ici 1 ou 2, 3 ans? Parce que si, à un moment donné, la reprise veut être rapide et brutale, il y aura une demande plus ou moins élevée et il peut y avoir une pression sur les fournisseurs de matières premières. Parce qu'il y a, lorsque vous avez parlé de 30 glorieuse, il y a eu une industrielle. Il fallait reconstruire et réindustrialiser l'Europe occidentale, et cela a entraîné quoi? Une surconsommation des matières premières. Là, nous ne sommes pas dans le cas des 30 glorieuses, hein? Non, nous ne sommes pas dans le cas des 30 glorieuses, mais l'Europe voulant rattraper le retard accusé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme aujourd'hui, dans le monde Covidé, si je peux m'exprimer de la sorte, je ne sais pas si le verbe existe dans un dictionnaire, je peux peut-être réclamer un jour la paternité au dictionnaire. Okay? Allez-y. Dans le monde Covidé dans lequel nous sommes aujourd'hui, les économies occidentales sont quasi à l'arrêt, sont plus ou moins au tombage. Il y a des pays où l'on parle quasiment de récession. Dans certains pays comme la Zambie aujourd'hui, j'ai lu un article où on parle de cessation de paiement. Donc s'il y a une reprise des économies et que la demande de matières premières énergétiques ou bien d'autres matières premières augmente, il peut y avoir une pression sur les fournisseurs. Et dans le but de s'enrichir rapidement, on va également avoir une pression et nous pouvons retomber dans le piège des 30 glorieuses. Et n'oublions pas que des pays comme le Gabon, des pays africains, tiennent leur développement des devises obtenues à partir de la vente des matières premières. Est-ce que nous pouvons résister à une pression venant en réalité, de l'Occident qui veut il n'y a pas de pression. Rattraper. Regardons, il n'y a pas de pression. Regardez comment ça fonctionne. Je vous ai dit que, par exemple, le cas de la forêt, puisque c'est un secteur de l'environnement, je vous ai dit tout se passe selon
le plan d'aménagement, donc le plan de gestion et tout ce qui s'ensuit par rapport aux assiettes annuelles de coupe. Nous sommes restés combien de mois dans ce monde Covidé, si on va tous excuser l'expression? Quasiment peut-être depuis le mois de mars jusqu'à maintenant. Donc, ce qui était prévu, ce qu'on devait produire, les nombres de bois qu'on allait couper en mars, en avril, en juin, en juillet, mais c'est ce qu'on cumule. C'est ça, c'est ce retard-là. Donc, il n'y a pas de pression. C'est déjà planifié qu'on coupera 2 bois ici, 2 bois par là. C'est la quantité mensuelle est déjà là. Donc, ce sont ces quantités mensuelles où nous sommes restés sans activité qui vont être produites. Donc, il n'y a pas de pression. C'est selon le plan d'aménagement qui a été fait. Il en est de même pour, au niveau peut-être de certaines ressources minières que je ne maîtrise pas, mais il y a aussi là-bas des quotas de production mensuels ou trimestriels. Donc ce sont ces éléments-là qu'on va juste sortir, puisque ça n'a pas été exploité. C'est en tenant compte de cette planification que l'exploitation va se faire. Donc il n'y a pas à craindre la pression à la matière. Mais il peut arriver, ce n'est pas exclu, que le besoin, la demande augmente. En ce moment-là, ils vont apprécier cette demande supérieure à ce qui devait être produit, ils vont apprécier et voir comment faire. Naturellement, en respectant tout l'arsenal mis en place pour ne pas avoir un grand impact sur l'environnement. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Monsieur Abdallah, votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, aujourd'hui, nous parlons de développement durable. Les peuples d'Afrique noire ont toujours intégré cette notion, ont vécu avec depuis des générations et des générations. La preuve ici, j'arbore ici un très joli chapeau qui m'a été fabriqué par un éleveur de Beupel et qu'il a conçu à partir de paille. Et généralement, c'est la paille que l'on brûle après avoir nettoyé nos cours. Donc, nous avons cette notion de développement durable, d'utilisation durable même de la ressource. Et la preuve, c'est ce chapeau me sert depuis quasiment 1 mois, me protège du soleil. Donc, en Afrique, nous sommes bien préparés. Je voudrais simplement conclure en disant que lorsque l'on développe des concepts au niveau international, nous devons les internaliser, les intérioriser et les mettre en pratique en tenant compte de nos connaissances, de nos innovations et de nos pratiques traditionnelles. Parce qu'un développement est d'abord endogène. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Le développement est d'abord endogène, nous dit monsieur Emmanuel. Merci de vous savoir aussi fidèle à notre émission Le Politiste. Nous vous disons comme ça un excellent week-end. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.